bonjour à tous, merci d'être là, merci Aurélie pour cette introduction sur le domaine. Moi je suis ravi aussi d'être là et de vous parler dans cette situation un peu atypique pour une conférence scientifique, donc on va essayer de la faire assez informelle. Ce dont je voulais vous parler, c'est donc de la physique nucléaire, la physique du noyau, et je voulais commencer par réfléchir sur ce que c'est que de voir un noyau. Comment est-ce qu'on fait pour le voir? Ce qu'on pourrait se dire, c'est l'infiniment petit, donc j'arrive pas à le voir avec mes yeux, donc comment est-ce que je sais qu'il existe ou pas? En fait, quand on réfléchit à ce que c'est de voir, voir en fait, quand vous regardez un objet, c'est vous avez de la lumière, donc des photons qui vont taper dans votre rétine, qui vont laisser déposer de l'énergie, et après une impulsion va se transmettre le long du nerf optique, arriver dans votre cerveau, et vous allez avoir donc une image de l'objet. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que votre système œil, nerf optique, cerveau, c'est un espèce de détecteur. Simplement, il ne peut détecter que de la lumière, des photons, mais que dans une toute petite gamme d'énergie, parce que la lumière qui nous entoure peut avoir des énergies très différentes. Et en fait, donc, il y a de la lumière qui a des énergies 1 million de fois plus élevées que la lumière visible, qu'on peut détecter donc avec les yeux, ou même 1 million de fois moins élevées. Et donc toute cette lumière-là, par exemple les ondes radio ont des énergies moins élevées, et la lumière émise par les noyaux, qu'on appelle les rayons gamma, ont des énergies 1 million de fois plus élevées que la lumière visible. Donc ces lumières-là, on voudrait les voir aussi avec donc, des détecteurs plus adaptés, et donc c'est ce qu'on fait en physique nucléaire, en physique des particules, en optique, en astrophysique, c'est qu'on construit des détecteurs qui fonctionnent de manière assez similaire à notre système œil, nerf optique, cerveau, c'est-à-dire qu'on a un détecteur dans lequel un photon, par exemple, de haute énergie émis par le noyau va taper, va laisser l'énergie, il y a un signal qui se transmet, et après on fait du traitement de signal avec un ordinateur, par exemple, et on acquiert une image par exemple, de la lumière émise par le noyau. Alors le fait que nos yeux ne puissent voir que la lumière dans un tout petit spectre, dans une toute petite région en énergie, ça a été attesté par une expérience assez amusante en fait, qui est arrivée aux astronautes qui sont donc allés sur la Lune à partir des années 60 avec les missions Apollo, où donc les astronautes comme Neil Armstrong et collègues ont reporté avoir vu lors de leurs expéditions tout d'un coup des grands flashs dans les yeux, alors des flashs qui pouvaient prendre n'importe quelle forme, soit des formes d'éclairs, soit des formes de nuages, ça pouvait bouger, pouvait avoir des couleurs différentes, voilà, donc c'était assez difficile à comprendre, et finalement ça a été interprété par le fait que dans l'espace, il y a de la lumière qui se promène avec différentes énergies. Il n'y a pas que de la lumière, il y a des particules aussi qui se promènent, comme des protons, des électrons, qui ont de l'énergie, qui sont émises par des sites astrophysiques. Et lorsque l'on est dans l'espace, eh bien, ces particules peuvent traverser nos yeux et déposer de l'énergie. Mais comme notre œil n'est pas du tout adapté, eh bien, le traitement de notre détecteur œil va traiter l'information en faisant apparaître un flash lumineux. Et alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça sur Terre? C'est parce qu'on est protégé par l'atmosphère. Donc tous ces rayonnements qui se promènent dans l'espace, qui s'appellent des rayons cosmiques, en général, quand ils arrivent sur Terre, ils vont interagir avec notre atmosphère, notamment avec les noyaux de l'atmosphère. On verra plus tard ce qui peut se passer. Et donc c'est pour ça qu'on subit ça plutôt quand on est dans l'espace. Donc en fait, ces petits rayonnements qui se promènent dans l'espace, qui sont des rayons cosmiques, peuvent aussi être émis par les noyaux. C'est ce qu'on appelle par exemple la radioactivité, donc sur Terre. Et puis on a une troisième manière de les produire, comme l'a dit Aurélie, c'est aussi dans les accélérateurs. Dans les accélérateurs, on peut produire des photons de différentes énergies, on peut produire des électrons, on peut produire différentes particules. Voilà. Donc il faut, disons, on peut faire un parallèle entre ces trois manières de produire ces rayons de haute énergie. Ce qu'ont fait les physiciens dans les années 70-80, c'était pour mieux comprendre ces rayons cosmiques qui tapaient donc les yeux des astronautes,
Pourquoi c'est important de les comprendre? Les agences spatiales, à l'heure actuelle, étudient encore ces phénomènes dans l'optique de missions longues qui pourraient être envoyées, par exemple, vers Mars, que ce soit des humains ou que ce soit des robots, hein, puisque ces rayons cosmiques ils vont aussi modifier le fonctionnement des composants et créer des défauts. Et bien, ce que faisaient les physiciens dans les années 60, c'est qu'ils disaient, donc, pour étudier ce phénomène, on va mettre notre œil en face d'un accélérateur, on envoie le faisceau, et ils se faisaient donc irradier les yeux, ils voyaient bien des flashs, et ils comptaient comme ça. Alors maintenant, on ne fait plus ça, puisque ce sont des normes de sécurité qui sont quand même un peu plus strictes, et c'est normal. Et donc, par rapport à ce que disait Aurélie tout à l'heure, par exemple à Orsay, il y a un centre de protonthérapie, donc, qui est destiné à soigner donc, les patients ayant des tumeurs. Et pour les soigner, donc c'est les patients qui ont des tumeurs dans les yeux principalement, ça marche très bien. Pour les soigner, on leur envoie un faisceau de protons qui va irradier la tumeur. Et donc, ce faisceau de protons va également générer ces flashs. Et va donc, on utilise ces données pour comprendre aussi comment ces flashs sont générés. Voilà, donc il y a un lien là déjà entre pas mal de domaines différents, entre physique nucléaire, astrophysique, physique appliquée, physique fondamentale. Voilà, c'est quelque chose qui est assez propre au noyau de mélanger tous ces domaines assez facilement. Ce dont je voulais vous parler, c'est de la structure de la matière et la structure de l'infiniment petit. Donc, comme on l'a vu, le noyau, c'est tout petit, c'est 100 000 fois plus petit que l'atome. Si on grossissait le noyau pour qu'il ait la taille d'un petit pois, hein, c'est l'analogie typiquement utilisée, alors l'atome aurait la taille d'une tour Eiffel. Donc la matière qui nous entoure, c'est la matière atomique qui est structurée par les interactions des électrons principalement entre eux. Donc en fait, la matière qui nous entoure, hein, si je prends par exemple ce bout de bois, c'est un ensemble de petits pois, les noyaux, mais séparés par des tours Eiffel. Donc on comprend donc c'est un système où il y a un vide très important. Et on peut essayer d'évaluer combien il y a, par exemple, de noyaux atomiques dans le corps humain. Donc ça revient à se poser la question, dans votre corps humain, combien il y a d'atomes, puisqu'on a vu qu'il y a un noyau par atome. Alors si vous vous souvenez des ordres de grandeur qu'a donné Aurélie, un atome, typiquement, ça fait de l'ordre de 10-8 cm, c'est-à-dire qu'on peut mettre 100 millions d'atomes alignés dans 1 centimètre. Donc ça s'appelle 10 à la puissance 8. Donc si on considère le volume, ça va faire 1 avec 8 zéros, mais 1 avec 8 zéros multiplié par 3, 10 fois 3, 24, puisqu'il y a 3 dimensions. Donc on peut mettre 1 avec 24 zéros atomes dans 1 cm3, donc 1 avec 24 zéros noyaux dans 1 cm3, donc dans un corps humain, ça va être typiquement de l'ordre de 1 avec 27 zéros, c'est-à-dire 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards de noyaux atomiques, c'est ce que vous avez dans le corps humain. Voilà, donc ça c'est un nombre qui est assez important. Et comme vous le verrez, donc restez calme, comme vous l'a dit Aurélie, ce milliard, 2 milliards de noyaux, il y en a une bonne partie qui ont été créés dans les étoiles. Et puis on verra qu'il y en a une partie, à peu près 100 milliards de milliards, qui sont radioactifs. Donc voilà, vous êtes radioactifs. On verra comment, pourquoi par la suite. Comment est-ce qu'on va faire pour étudier ce petit poids, pour étudier l'infiniment petit? En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des réactions, donc on envoie des ondes de matière, hein, puisqu'à l'infiniment petit, la matière peut se comporter comme une onde, c'est ce que nous dit la physique quantique. Donc on va envoyer des ondes de matière sur un système très petit. Et si vous envoyez une onde, donc imaginez une vague, la mer avec une vague, avec des oscillations. Si vous envoyez une onde sur un objet, si vous envoyez une onde qui a une distance entre le haut des vagues très très grande devant la taille de l'objet, alors votre vague de matière, votre sonde ne va pas être perturbée par l'objet, elle va passer au-dessus ou en dessous sans être vraiment perturbée. Par contre, si vous envoyez une onde qui a donc une distance entre les vagues très petite, vous voyez qu'elle oscille à une autre fréquence, à ce moment-là, vous allez pouvoir sonder la structure de l'objet. Donc pour sonder l'infiniment petit, donc le noyau ou même les particules élémentaires, on a besoin d'envoyer des ondes de matière à haute fréquence, donc qui bougent de manière très fréquente, donc ça demande beaucoup d'énergie. Donc nos microscopes à nous, ce sont en fait des accélérateurs, et plus on va vouloir voir un objet petit, et plus il faudra un accélérateur avec une énergie importante, d'où le paradoxe.
par exemple le CERN, qui est l'accélérateur le plus grand sur Terre, qui fait à peu près 27 km de circonférence, eh bien c'est pour sonder l'infiniment petit. Alors pour sonder le noyau, qui fait donc 10-15 mètres, on a besoin d'accélérateurs typiquement qui ont comme ordre de grandeur de taille en rayon de l'ordre de la dizaine de mètres. Voilà, c'est à peu près notre ordre de grandeur. Après, les installations sont un petit peu plus grandes, mais c'est typiquement l'ordre de grandeur. Donc il y en a à peu près une dizaine d'accélérateurs dans le monde qui nous permettent de sonder ce petit poids. Alors pourquoi est-ce que ce petit poids me fascine et m'intéresse autant? Alors en fait, comme on va le voir, ce petit poids, il m'intéresse parce qu'il est très compliqué, hein, Aurélie l'a déjà dit. Premièrement, c'est un système qu'on appelle un système complexe, c'est-à-dire qu'il est composé, il n'est pas élémentaire, il est composé de neutrons et protons. En plus, ces neutrons et protons, ils sont eux-mêmes composés de particules élémentaires, donc il y a plusieurs couches. Tout ça, ça va avoir des influences à différents niveaux. Et pour couronner le tout, parce que des systèmes complexes, il y en a plein dans la nature. Hein. Si vous prenez un système, une molécule, là ça peut être extrêmement compliqué. Donc moi ce qui me fascine en plus, c'est que ce système est sensible à l'ensemble des forces fondamentales de la nature. Qu'est-ce qu'une force fondamentale de la nature? Vous en connaissez, hein, vous connaissez probablement, on en a déjà parlé, la force électrique, où deux protons se repoussent. Et puis vous connaissez, qu'est-ce que vous connaissez d'autre? Vous connaissez la gravitation, voilà, qui est une autre force de la nature. La force électrique, on l'a déjà vu, ça a lieu dans le noyau. La gravitation, tiens, oui, les protons et les neutrons, ils ont des masses, et on verra que ça a une influence dans des très gros noyaux, comme on le verra. Et puis, et c'est aussi une conséquence historique de la découverte du noyau, il existe deux autres forces fondamentales dans la nature, donc en tout il y en a 4 forces fondamentales dans la nature, et ces deux autres ont justement été découvertes grâce au noyau. Donc ces deux autres forces, on les connaît beaucoup moins bien, parce qu'elles ont des portées très petites, qui sont typiquement la taille du noyau. Mais en fait, ça a déjà été un peu discuté. On se posait la question au siècle dernier, lors de la découverte expérimentale du noyau, comment font des protons pour rester ensemble? Donc oui, il y a un effet de dilution dû aux neutrons, mais il fallait quand même quelque chose d'autre. Comment des protons qui se repoussent pouvaient rester dans un endroit, un système aussi petit que le noyau? Et il a fallu admettre l'existence d'une nouvelle force de courte portée, attractive, est bien plus attractive que n'est la répulsion entre les protons. Ce qu'on appelle l'interaction forte, on lui a donné un nom, elle est plus forte, donc voilà. Et puis il y a une quatrième interaction fondamentale, qui est aussi à très courte portée, et cette interaction fondamentale, elle est responsable de la radioactivité, du fait que le noyau peut émettre, en fait il peut transformer ces neutrons en protons. Donc ça c'est quelque chose d'assez étonnant quand on ne connaît pas cette nouvelle interaction qui s'appelle l'interaction faible. C'est une interaction qui est très peu probable, mais pour se faire remarquer, comme elle est très peu probable, on ne la voit pas beaucoup, c'est difficile de la mettre en évidence. Pour se faire remarquer, il y a des lois de conservation qui sont respectées par d'autres, par exemple la conservation de la charge électrique, etc., qui sont respectées par d'autres interactions qui ne sont pas respectées par l'interaction faible. Donc l'interaction faible respecte la conservation de la charge électrique, mais il y a d'autres lois de conservation qui ne le respectent pas. Donc le noyau qui est la radioactivité bêta, par exemple, ça vient de l'interaction faible. Voilà, donc ce qui m'intéresse beaucoup dans le noyau, c'est que c'est un système très complexe, et que ce système très complexe, il est en lien avec l'ensemble des forces de la nature. Alors ça fait que le physicien, il peut avoir deux types de réactions. En général, le noyau, ça ne laisse pas indifférent. C'est-à-dire que soit on est un peu dérouté et on se dit, bon, c'est un peu trop compliqué, je vais faire autre chose, parce que là, ça va être très compliqué. Soit on se dit, ah, c'est génial, c'est enthousiasmant, il va y avoir une variété de phénomènes très différents dans des systèmes voisins, etc. Je vais essayer de m'y attaquer, mais je sais que ça va être dur. Voilà. L'autre point important que je voulais vous donner, pourquoi c'est encore plus complexe, je vais en rajouter une dernière couche, c'est qu'en plus cette l'interaction forte qui cimente les protons et les neutrons ensemble, en plus, elle est extrêmement compliquée. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, avec la théorie du modèle standard, qui est la théorie de référence en physique des particules, on sait très bien écrire l'équation du mouvement, c'est-à-dire l'équation qui régit, qui permet de prédire le mouvement par interaction forte des neutrons et des protons. Et le problème, c'est qu'on a beaucoup de mal à la résoudre. Donc en physique, c'est pas parce que vous savez poser une équation que vous savez la résoudre. Donc déjà, il faut se poser la bonne question en physique. C'est souvent une question simple, ce qui ne veut pas dire que toutes les questions simples sont des bonnes questions.
Ensuite, une fois qu'on s'est posé la bonne question, il faut avoir une idée de la réponse. Donc là, on a une idée de la réponse, on a l'équation du mouvement pour les neutrons et les protons, enfin on voit à quoi elle peut ressembler. Par contre, on a beaucoup de mal à la résoudre. Et ça fait que si vous prenez par exemple juste un proton, bien on avait dit qu'un proton c'était composé de particules encore plus petites, particules élémentaires, les quarks. Si je prends la masse d'un proton et je la mets en regard avec la masse de ses constituants élémentaires, et bien ces constituants élémentaires ne donnent que 1% de la masse du proton. Pourtant, un proton est juste composé de ces 3 quarks, de ces 3 constituants élémentaires. Donc d'où vient 99% de la masse d'un proton? Et 99% de la masse d'un proton, c'est la même chose pour le neutron, c'est donc 99% de la masse du noyau. Et un noyau, c'est ce qui est beaucoup plus lourd qu'un électron. Donc en fait, la masse de la matière, c'est la masse du noyau. Donc en fait, 99% de la masse de la matière, c'est quelque chose de très compliqué, qu'on a du mal à calculer, du mal à produire aujourd'hui dans les laboratoires de recherche, qu'on appelle des fluctuations du vide. Et si vous avez entendu parler du boson de Higgs, par exemple, qui expliquait l'origine de la masse, oui, ça explique l'origine de la masse pour les particules élémentaires, donc pour ce 1% de quark. Donc, nous qui nous intéressons à la structure de la matière, 99% de la masse de la structure de la matière est encore un sujet ouvert, de ce qu'on peut chercher en physique nucléaire. Donc, qu'est-ce que vous connaissez alors comme radioactivité? Des exemples, vous avez entendu parler de radioactivité du noyau? Voilà, donc alpha, donc c'est à ce moment-là qu'on commence à parler grec, alpha, bêta, gamma. Alors en fait, plutôt que de les classer par les lettres de l'alphabet grec, c'est plus physique de les classer par l'interaction responsable de la désintégration, puisqu'il y a 4 interactions fondamentales, hein, la gravitation, l'électromagnétisme, l'interaction forte, l'interaction faible. Donc on va classer les radioactivités en fonction de ces interactions-là. Et donc la gravitation ne permet pas d'avoir d'événements radioactifs, elle n'est pas assez intense. Par contre, l'interaction électromagnétique permet d'avoir de la radioactivité. Quand un noyau va se désexciter, puisque ce n'est pas un système élémentaire, il peut se désexciter, il va émettre ces photons de très haute énergie dont on parlait au début, qui sont ces rayons gamma. Il y a d'autres modes de désexcitation, donc on connaît 2 radioactivités par interaction électromagnétique. Par interaction faible, donc l'interaction faible, c'est cette interaction qui transforme les neutrons en protons, et en plus, elle permet d'émettre des particules bizarroïdes, elle permet d'émettre de l'antimatière, qu'on appelle les positrons. Donc les noyaux émettent de l'antimatière. Donc on connaît 4 types de radioactivité par interaction faible. Et par interaction forte, on va expulser plusieurs neutrons et protons du noyau. Donc là, c'est ce qu'on appelle la radioactivité alpha, qui correspond à l'expulsion de 2 protons et 2 neutrons du noyau. Voilà, c'est la première radioactivité qui a été découverte. Eh bien, on en connaît plus d'une dizaine. La dernière radioactivité à avoir été découverte, c'est ce qu'on appelle la fission ternaire. C'est une fragmentation du noyau en 3 éléments de masse comparable. Ça a été découvert près d'un accélérateur il y a 2 ans à peu près, 2-3 ans. Voilà, donc c'est un domaine vivant, la radioactivité. Donc ça, je vous ai parlé de la dernière radioactivité à avoir été découverte. Je peux vous parler de la première radioactivité à avoir été découverte. C'est bien sûr la radioactivité alpha. Ça s'est passé à 1895 ou 1896, c'était 15 minutes à pied d'ici, donc c'était Henri Becquerel. En fait, ça donne une image assez intéressante des découvertes en physique. Les découvertes les plus importantes sont souvent des découvertes qui se font par hasard parce que ça dépasse tellement l'imagination que c'est dur de mettre la dernière touche pour arriver à la découverte. Donc, par contre, les équipes ou les personnes qui font les découvertes sont des personnes vraiment à la pointe de ce qui peut se faire à l'instant T et ont une méthode scientifique extrêmement rigoureuse, ce qui était le cas d'Henri Becquerel. Donc ce qu'il veut faire, lui, c'est étudier les rayonnements, étudier en fait la fluorescence. Quelques années plus tôt, ça avait été discuté par d'autres personnes. Et donc ce qu'il prend, c'est qu'il prend une plaque photo et il met devant sa plaque photo une autre plaque qui est recouverte d'un matériau chimique à base de composés d'uranium. Voilà. Et lui, ce qu'il veut faire, c'est mettre ça au soleil, que le soleil aille exciter son matériau chimique, et puis ensuite, par fluorescence, va redonner de la lumière. Donc c'est juste ce qu'il veut faire. Et puis, comme il est à Paris, à ce moment-là, au moment où il veut faire l'expérience, il y a des nuages.
Et donc il range sa plaque photo dans son tiroir, il va se coucher et le lendemain matin il ouvre son tiroir, il voit que la plaque photo a été impressionnée, il y a eu un dépôt d'énergie sur la plaque photo alors qu'elle est restée dans son tiroir. Et un petit dépôt. Donc c'est là où on voit aussi que le physicien rigoureux, c'est-à-dire qu'il va pas dire ah bon alors c'est peut-être ma plaque photo qui est défectueuse ou bon je sais pas trop, bon c'est pas ce qui m'intéresse, d'avoir un petit problème, je vais faire autre chose, je vais reprendre mon expérience de départ. Non, il voit quelque chose d'un peu bizarre, il laisse rien sous le tapis et donc il refait l'expérience en laissant bien sa plaque photo encore une fois dans le tiroir, il met même un objet en métal entre la plaque photo et le composé d'uranium. Et il voit une impression, enfin comme une radio, en fait un négatif au bout de quelques heures s'afficher sur la plaque photo. Donc c'est comme ça qu'on a découvert la radioactivité alpha, c'est-à-dire que ce composé à base d'uranium émet des particules alpha qui vont donc aller impressionner la plaque photo. Et là où il y avait sa croix en métal, en fait ça a bloqué les particules alpha. Donc, voilà. Donc c'était la découverte de la première radioactivité. Et je vais encore vous parler de radioactivité et de votre corps. Donc dans votre corps, on estime qu'il y a environ 100 milliards de noyaux radioactifs. En fait, à chaque seconde, vous émettez environ 10 000 particules issues de la radioactivité. Donc c'est des électrons, des photons et aussi des particules qu'on appelle les neutrinos, qui sont des particules très difficiles à détecter. Voilà. Donc vous êtes en train d'irradier votre voisin, votre voisine, etc. Voilà, donc alors d'où vient cette radioactivité qu'on a aussi dans le corps humain? Elle vient, on peut citer deux éléments radioactifs qu'on a en nous. Un élément radioactif qui s'appelle le potassium 40, qui a été créé dans les étoiles et qui a un temps de vie de l'ordre du milliard d'années. Voilà, donc il a été créé avant la création de la Terre, qui était il y a quelques 5 milliards d'années. On va voir comment. Et puis quand la Terre s'est formée, eh bien, nous, avec notre environnement, on échange, on ingère du potassium. Et dans le potassium, il y a le potassium stable, pas radioactif, et puis il y a ce qu'on appelle des isotopes, mais ça a la même composé chimique, ça a le même nombre de protons, donc le même nombre d'électrons. Et donc c'est ce potassium radioactif, on l'ingère aussi en même temps que le potassium naturel, que le potassium radioactif naturel aussi, mais que le potassium stable. Voilà. Et puis on a un autre composé radioactif dans le corps humain qui est le fameux carbone 14, dont vous avez peut-être entendu parler, qui sert à faire la datation, et qui lui c'est bizarre parce qu'il a une période de l'ordre du millier d'années, enfin quelques milliers d'années. Donc comment ça se fait qu'on a du carbone 14 de quelques milliers d'années, puisque s'il avait été produit dans les étoiles, vu que ça fait 5 milliards d'années que la Terre existe, il y a longtemps qu'on ne devrait plus avoir de carbone 14, puisqu'au bout de plusieurs centaines de milliers d'années, il ne devrait plus rester de carbone 14 puisqu'il s'est désintégré, puisqu'il y a une période de l'ordre du millier d'années. Donc on va essayer de voir le fil conducteur de la fin de l'exposé, c'est de voir un peu ce potassium 40 et ce carbone 14, quelles sont en fait leurs origines. Donc si vous aviez un détecteur de type de ceux dont je vous parlais, bien vous verriez votre radioactivité. Donc par exemple, à notre travail, donc Aurélie et moi, de temps en temps, on a ce qu'on appelle une anthropogammamétrie, c'est-à-dire qu'on nous met dans une espèce de sarcophage entouré de détecteurs dont je vous parlais au début, qui vont mesurer notre spectre et mesurer notre radioactivité. Si tout va bien, normalement, on doit juste voir le spectre du potassium 40. S'il y a eu un accident, si on a avalé une source radioactive, etc., à ce moment-là, on va avoir un spectre d'autres éléments montés, et donc ça permet de dépister ça. Bon, voilà, donc, on n'a jamais eu de problème de ce type-là jusqu'à présent, mais c'est pour montrer que le corps est radioactif. Donc par exemple, je travaille avec des stagiaires actuellement à essayer de mettre au point un détecteur portatif pour les fêtes des sciences, où on puisse montrer aux gens, mesurer en live, en direct, leur radioactivité, et montrer aux gens que voilà, y a une radioactivité qui vient du corps humain. Alors, dernière remarque sur la radioactivité, c'est que la distinction entre un élément stable, donc qui a une durée de vie infinie, et un élément radioactif peut être parfois ténue. Il y a à peu près une dizaine d'années, il y a un élément qui était noté comme stable dans tous les livres de physique nucléaire, le bismuth 209. En fait, il s'est avéré qu'il est bien radioactif, c'est-à-dire qu'il émet, il se désintègre vers un autre noyau. Simplement, son temps de vie est 1 milliard de fois plus grand que le temps de vie de l'univers. Voilà, donc il y a des éléments
qui sont radioactifs avec un temps de vie très très long, à ce moment-là, on peut se dire, bon, ben, si son temps de vie est très très long devant celui de l'univers, je peux le considérer comme stable. Voilà, donc après, tout dépend du type d'expérience qu'on va faire. Donc je vais terminer par vous parler donc, de la synthèse des éléments et donc vous parler un peu d'astrophysique nucléaire, essayer de comprendre comment le potassium 40 a été créé. Donc comme l'a dit Aurélie, il y a un petit problème dans la nucléosynthèse, la synthèse des éléments, c'est que quelques minutes après le Big Bang, les éléments, il n'y avait que les éléments les plus légers, donc les protons, donc ce qu'on appelle de l'hydrogène sans électrons, il y avait les neutrons, etc. Ils se sont mis ensemble et puis ils ont réussi à faire des noyaux, mais que des noyaux légers, c'est-à-dire des noyaux qui n'avaient pas plus d'une dizaine de nucléons. Et ça se passe quelques minutes après le Big Bang. Alors il y a un problème qui est que si vous prenez deux particules alpha, c'est-à-dire une particule alpha est composée de deux neutrons et deux protons, vous voulez les mettre ensemble. Donc le grand principe, c'est de faire la fusion. Vous faites de la fusion pour faire des noyaux plus lourds. Et le problème, c'est que si vous rassemblez un proton et un neutron, ça va ensemble, ça fait un noyau plus lourd. Si vous rassemblez deux particules alpha, le problème, c'est que ça ne va pas ensemble. Tout de suite, ça se recasse en deux particules alpha. Donc on ne comprenait pas l'origine des noyaux plus lourds comme le carbone, qui est nécessaire donc à la vie, et tous les éléments plus lourds. Et c'est donc un astrophysicien dans les années 50, Fred Hoyle, qui a donc imaginé que ce qui devait se passer, c'est que ce carbone était synthétisé non pas quelques minutes après le Big Bang dans l'univers, mais synthétisé dans les étoiles. Et dans les étoiles, en fait, ce qui se passe, c'est que la pression et la température vont être plus élevées que quelques minutes après le Big Bang, où l'univers est quand même encore assez chaud, mais dans le cœur des étoiles, vous imaginez, il y a la pression gravitationnelle, et cette pression gravitationnelle appuie sur le centre de l'étoile, puisque toutes les masses s'attirent, et donc cette pression gravitationnelle vous permet en fait de rapprocher les noyaux qui ne veulent pas se rapprocher, puisque quand ils sont loin, tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils sentent, c'est l'interaction répulsive entre les protons. Et dès qu'ils s'approchent trop, l'interaction forte s'enclenche, puisqu'elle a une petite portée, et là ils se mettent ensemble et ça fait de la fusion. Et ça dégage de l'énergie, donc c'est pour ça que le Soleil brille. Et donc, Fred Hoyle a eu l'idée de se dire que c'est non pas deux noyaux, deux particules alpha qui ont fusionné, parce que ça ne marche pas, mais c'est trois particules alpha. Et donc il s'est dit, si je prends trois particules alpha, ça fait 6 protons en tout, 6 neutrons en tout, 6 plus 6, ça fait 12. Donc ça fait le carbone 12. Et donc il a prédit qu'il devait exister un état dans le carbone 12 qui serait l'état de sortie de fusion de trois particules alpha. Donc les physiciens nucléaires sur Terre sont allés mesurer le carbone 12 dans les accélérateurs, son spectre en énergie d'excitation, et ont montré qu'il existait bien un état à l'énergie prédite par Hoyle. Donc c'est comme ça qu'on a compris la fusion des éléments et donc la synthèse du carbone 12 et des noyaux plus lourds au-delà du carbone 12. Ensuite, ce qui se passe dans une étoile, c'est une succession de réactions où lorsqu'il n'y a plus d'éléments légers, à ce moment-là, mais elle ne peut plus briller et compenser la pression gravitationnelle. Et donc à ce moment-là, la gravitation va gagner, elle va se contracter, mais si elle se contracte, vous allez pouvoir fusionner des éléments qui ont plus de protons, puisque vous avez plus d'énergie pour les rapprocher, donc fusionner des éléments plus lourds. Donc d'abord fusionner l'hydrogène, vous fusionnez l'hélium qui est plus lourd, après vous allez fusionner, donc l'hélium va produire le carbone, après vous allez fusionner deux carbones, etc. Et on pourrait se dire c'est comme ça que tous les éléments vont être produits, jusqu'aux éléments les plus lourds qu'on connaît par exemple sur Terre, qui est par exemple le plomb ou l'uranium. En fait non. En fait, quand on fusionne deux noyaux, on ne dégage de l'énergie que jusqu'à un noyau qui est à peu près de masse intermédiaire qui s'appelle le fer. Pourquoi ? Parce que dans un noyau, vous avez deux forces antagonistes. Vous avez la force électrique qui vous dit « moi, je ne veux pas que mon noyau il soit trop gros, parce que s'il est trop gros, j'ai trop de protons, et si j'ai trop de protons, à ce moment-là, mon noyau il tient plus ensemble. » Donc la force électrique, elle vous dit « je ne veux pas un noyau trop gros ». Et puis, vous avez la force forte qui vous dit moi, je ne veux pas qu'il y ait trop de noyaux en surface par rapport à mon volume total de noyaux. Parce que quand j'ai des noyaux en surface, eh bien, il y a toute une partie des noyaux là, qui regardent le vide, qui n'est pas attirée par toute une partie des nucléons ou du noyau qui regarde le vide, qui n'est pas attirée par les autres nucléons. Donc je veux minimiser ma surface par rapport à mon volume. Et avoir une petite surface par rapport à son volume, c'est avoir un petit nombre de constituants. Et donc il y a un équilibre qui se crée entre petit nombre de constituants et grand nombre de constituants qui est au niveau du fer. C'est ça la conséquence importante que dans les étoiles, les éléments sont créés par fusion jusqu'au fer.
Au-delà du fer, la fusion ne dégage plus d'énergie, et donc la gravitation gagne, et l'étoile va s'effondrer. Elle va s'effondrer jusqu'à ce que la matière nucléaire devienne si dense qu'elle rebondisse, puisqu'elle a une certaine densité, un peu comme une bille. Et donc quand vous condensez trop les nucléons, il y a un moment, c'est un peu le mode de respiration dont parlait Aurélie, il y a un moment où il y a un rebond, et elle va exploser, ça donne une supernova qu'on appelle le type 2, et va répandre les cendres, dont le fameux potassium 40, dans l'univers, le carbone, etc. Et ensuite, il y a eu par exemple le système solaire qui s'est formé à l'aide de ces éléments. Donc le potassium 40 radioactif que vous avez en vous, il a été synthétisé dans une étoile il y a quelques milliards d'années. Voilà, donc les éléments plus lourds, par contre, eux, ils vont gagner de l'énergie en fisionnant. Donc c'est pour ça qu'on dégage de l'énergie en fisionnant des éléments lourds comme l'uranium. Voilà, donc ça c'est un sujet d'étude donc, en physique nucléaire. Pour comprendre la synthèse des éléments, il faut faire de l'astrophysique et aussi la physique nucléaire pour connaître les réactions qui ont lieu dans les étoiles. Quand le neutron a été découvert, donc le neutron, on l'a découvert après le proton, c'était dans les années 30. En fait, ce qu'on utilisait à cette époque, c'est qu'on n'avait pas d'accélérateur. Alors les physiciens et les physiciennes, hein, Marie Curie, Irène Joliot-Curie, étaient ingénieux. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit on a des éléments qui sont radioactifs, qui émettent des particules alpha avec une certaine énergie. Donc ça, c'est un mini-accélérateur. J'ai un faisceau d'alpha avec une certaine énergie. Et donc ils ont eu l'idée simplement d'irradier d'autres éléments et donc de faire des réactions nucléaires. Et donc c'est ce qu'on a fait en envoyant, entre autres, de l'alpha sur un élément qui s'appelle le beryllium. Et en faisant ça, de temps en temps, hein, puisque vous êtes en train d'envoyer un petit poids, un noyau d'alpha, dans un système qui nous entoure, une feuille de beryllium, c'est un système macroscopique, c'est donc un ensemble de petits poids séparés par les tours Eiffel. Donc la probabilité que les deux petits pois rentrent en collision, puisque c'est l'interaction forte qui nous intéresse principalement, ou qui soit assez proche, est très très faible. Donc il faut envoyer beaucoup de petits pois. Donc on a une source radioactive. Une fois sur 1 million, il y a une réaction nucléaire. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un rayonnement qui était émis dans certains cas. Et ces rayonnements, au début, donc Irène et Joliot-Curie, Irène et Frédéric Joliot-Curie ont travaillé dessus. Au début, ils pensaient que c'était un photon lourd, parce que c'était neutre, etc. Et la bonne interprétation est venue après, donc à Cambridge, par Chadwick en 1933. Donc découverte du neutron dans les années 30. Et quelques mois après, un physicien soviétique, Landau, s'est dit tiens, mais il pourrait peut-être exister des systèmes macroscopiques composés de neutrons, c'est-à-dire des étoiles à neutrons. Donc rapidement Landau a imaginé ça, et ensuite deux physiciens qui ont travaillé aux États-Unis, qui s'appelaient Bade et Zwicky, se sont dit tiens, dans une étoile, ce qui pourrait se passer, c'est que quand elle meurt, cette étoile-là, quand elle explose, en fait, il pourrait rester un espèce de résidu très dense. Elle a évacué ses couches de potassium, de carbone, etc. Mais il pourrait rester un résidu très dense, et ce résidu très dense pourrait être un neutron, c'est-à-dire que tous les protons de l'étoile auraient capturé les électrons. Proton plus électron, ça donne quelque chose de neutre, ça fait un neutron. Et il va vous rester un système extrêmement dense et neutre, ce serait une étoile à neutrons. Alors ça, c'était une conjecture de théoricien un peu fou. C'est resté dans les oubliettes pendant une trentaine d'années. Et là, pareil, encore une fois, une découverte qui dépasse l'imagination. Donc un peu fortuite, mais qui utilisait le système de pointe à l'époque. Donc ça a été fait par une étudiante en thèse en Angleterre, qui s'appelait Jocelyn Bell, qui utilisait des radiotélescopes. Donc elle détectait la lumière, mais de type radar, donc la lumière de très basse énergie, et elle a capté un signal. Donc je vais vous faire écouter le type de signal qu'elle a capté. Donc ce que je vais vous faire écouter, ça vient vraiment d'un site astrophysique situé à 3 années-lumière d'ici. Alors maintenant, on peut tout mettre dans son smartphone. Donc j'ai mon signal astrophysique normalement dans mon smartphone. Alors je vais essayer de vous faire écouter, on va voir si ça marche. Et on va voir si... Donc vous allez entendre le signal avec le bruit de fond correspondant. Hein. C'est un vrai signal. Voilà, vous entendez. Voilà. Bon, vous pouvez vous dire que ce n'est pas très spectaculaire, mais quand vous entendez ça venant d'un endroit bien déterminé de l'espace, vous êtes dans les années 60, vous entendez un signal périodique structuré. Donc ce qui, pendant plusieurs mois, ils ont beaucoup douté, ils ont appelé, ou surnommé cet endroit de l'espace LGM1, comme Little Green Man 1, et ils se sont vraiment posé la question si ce n'était pas un signal structuré extraterrestre.
jusqu'à trouver une explication physique pour ce signal périodique, qui est qu'en fait, il s'agit ce qu'on appelle un pulsar, qui n'est rien d'autre qu'une étoile à neutrons, qui n'est rien d'autre qu'un noyau de 10 km de rayon, donc la taille de la ville de Paris, et de la masse du Soleil, qui est un reste d'explosion d'étoiles, qui tourne sur lui-même et qui envoie un signal radar qui n'est pas aligné avec son axe de rotation, donc un peu comme la tour Eiffel, ou comme un phare, avec son faisceau lumineux. Donc si vous êtes à un endroit fixe, vous captez le signal de manière périodique. Donc c'était la découverte des pulsars. Depuis, on en a découvert plusieurs milliers, il y a tout un sujet d'étude. Tout ça pour dire que pour comprendre comment fonctionne un pulsar, c'est une étoile à neutrons en rotation. Donc la conjecture de Landau, de Zwicky s'est réalisée. Eh bien, on a besoin de physique nucléaire, et dans ce système, les forces gravitationnelles sont assez intenses pour être du même ordre que les forces par interaction forte. Donc, vous voyez, il faut à peu près la masse du Soleil pour que la gravitation joue un rôle. Donc dans les labos de recherche, on étudie les étoiles à neutrons de manière astrophysique et aussi via la physique nucléaire. Voilà, donc tout ça c'est parti de la découverte du neutron, qui peut être une forme de radioactivité. Il existe aussi une radioactivité émise par les neutrons. Et je vais terminer donc par le carbone 14, parce que je vous ai parlé du carbone, mais c'était le carbone 12, la synthèse du carbone, malheureusement pas le fameux carbone 14 radioactif. Je vous ai parlé de la synthèse du carbone par fusion 3-alpha. Il s'agit du carbone 12 stable, qui a une durée de vie infinie. Alors le carbone 14, d'où est-ce qu'il vient ? Eh bien, le carbone 14, en fait, il est synthétisé en permanence dans l'atmosphère, par ce dont je vous parlais au début, c'est-à-dire les rayons cosmiques qui vont taper sur notre atmosphère. Ça fait par exemple des effets connus comme les aurores boréales. Ces aurores boréales, ça vient de l'interaction des rayons cosmiques avec l'atmosphère. Et bien, dans certains cas, ces rayons cosmiques vont taper des noyaux d'azote. Il y a beaucoup d'azote dans l'atmosphère. L'azote, c'est pas trop éloigné du carbone, et ça va donner donc du carbone 14 radioactif. Donc on a une source de production permanente de ce carbone 14 radioactif, qui ensuite, on échange du carbone avec notre environnement. Et donc la datation au carbone 14, c'est quand vous avez un objet qui est constitué, et où vous avez quand on fait de l'archéologie, par exemple, et bien, quand l'objet est constitué, bien, le carbone 14 ne s'échange plus avec l'environnement, et donc il va commencer à décroître. Ça vous permet de faire la datation en ordre de grandeur à un temps qui correspond, qui est adapté, qui est proche de la période de décroissance, c'est-à-dire quelques milliers d'années. Donc voilà, après on peut faire la datation plus vieille. À ce moment-là, il faut prendre des éléments qui ont des périodes plus élevées. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là, parce que ça fait peut-être beaucoup d'informations. Tout ça donc pour vous dire que le noyau, c'est un système très compliqué. Hans Bethe, déjà dans les années 50, c'est un physicien qui a beaucoup travaillé en physique nucléaire, en astro, disait que d'après lui, c'était le système sur lequel l'humanité avait dépensé, si on additionne tous les gens qui ont réfléchi dessus, etc., avait dépensé, un des systèmes sur lequel l'humanité avait dépensé le plus d'énergie à réfléchir. Il y a déjà dans les années 50, c'était très compliqué de comprendre comment fonctionnait le noyau. Donc on a des modèles théoriques, on essaie de les unifier. Il y a pas mal d'approches différentes qui s'unifient petit à petit. Il y a encore beaucoup de choses donc à découvrir dans le noyau atomique. Voilà, je vais m'arrêter là.